Dans le contexte de la Renaissance et de l'humanisme, il va y avoir en France au début du XVIe siècle un renouveau poétique très important. Le renouveau poétique passe par un groupe de poètes qui va s'appeler lui-même la Pléiade. Alors pourquoi la Pléiade ? Eh bien parce que dans la mythologie grecque, les Pléiades sont des sœurs, 7 sœurs qui, pour échapper à un guerrier, vont être transformées en étoiles par Zeus lui-même et rester ainsi unies jusque dans la mort. Donc c'est bien l'idée de fraternité qui s'impose, et donc ces 7 poètes sont évidemment 7 amis. Ils se rencontrent au cours de grec. Alors le grec à ce moment-là, c'est une langue qu'on redécouvre. On est dans la perspective de la Renaissance où on redécouvre les langues anciennes, et donc ils sont tous ensemble à ce fameux cours de grec donné par le grand professeur de l'époque, Jean Dorat, le grand helléniste. Et ils vont ensemble développer des conceptions communes sur la poésie. Les 7 membres de la Pléiade sont donc Ronsard, Du Bellay, Pelletier-du-Mans, Belleau, Baïf, Tillard et Jodelle. Ce sont des auteurs qui sont tous très importants, mais bien entendu, les 2 premiers, Ronsard et Du Bellay, sont vraiment ceux qui sont en tête du mouvement. Les 7 poètes de la Pléiade vont ensemble découvrir les auteurs de l'Antiquité, mais aussi les auteurs italiens de la Renaissance. Ils réfléchissent, ils échangent beaucoup, et c'est Du Bellay qui va résumer les principes qui les unissent dans un essai qui s'intitule « Défense et illustration de la langue française ». Alors que dit Du Bellay dans cette œuvre ? Il dit que tout d'abord, il faut rompre avec le Moyen-Âge et l'esprit obscur qui le caractérise. C'est-à-dire qu'il faut à la fois rejeter les formes poétiques du Moyen-Âge, comme la ballade ou le rondeau, et il faut aussi rejeter une langue française qui est vieillie, qui est impropre à la structuration complexe de la poésie, et surtout qui est absolument inférieure dans sa manière d'être construite et dans les mots qui sont utilisés, inférieure à l'italien par exemple. Donc il faut du neuf, il faut renforcer la langue française qui n'est donc pas assez unifiée, et il faut pour cela inventer de nouveaux mots, de nouvelles structures grammaticales en s'appuyant sur le grec et le latin pour créer des mots qui soient à la fois plus savants, plus jolis et surtout qui vont permettre de moderniser la langue française. Et on voit que sur ce point, François Ier est tout à fait en accord, et c'est pourquoi il va tout de suite les protéger et les accueillir favorablement à la cour. Puisque la langue française doit être modernisée et structurée sur le modèle du grec et du latin, eh bien, les poètes français doivent également se tourner vers les modèles de poésie issus de l'Antiquité. Ainsi, on doit composer par exemple des odes, puisque ce sont des poèmes qui sont utilisés dans l'Antiquité, qui sont des poèmes d'hommage, plein de grandeur, plein de solennité, puisque dans l'ode on rend hommage à quelqu'un qui nous semble être grand et qui nous semble être plein de dignité. Eh bien, il faut que les poètes français fassent exactement pareil, qu'ils écrivent également des odes. Donc, on va se tourner vers l'Antiquité pour trouver des formes poétiques qui sont considérées comme plus belles, et puis on va se tourner également vers l'Italie, puisque toujours dans l'esprit de rivalité qui anime les poètes de la Pléiade, il faut montrer que la langue française est tout aussi capable que l'italien de se retrouver dans des formes poétiques complexes, comme évidemment le sonnet, puisque ce sont les Italiens qui ont inventé cette forme. Eh bien, il faut que les Français montrent que eux aussi, avec la langue française, ils sont capables d'écrire de magnifiques sonnets. Donc, l'ouvrage de Du Bellay va faire beaucoup de bruit, la Pléiade va être favorisée, et Ronsard, qui est reconnu comme étant le plus brillant de tous, va être surnommé le prince des poètes.
Le renouveau poétique passe également, donc en ce début du XVIe siècle, par un autre mouvement poétique qu'on appelle l'école lyonnaise. Alors pourquoi est-ce que cela se passe à Lyon ? Bien tout simplement parce que Lyon est tout à côté de l'Italie et qu'il y a donc un échange, une ouverture sur ce qui se passe en Italie assez importante. Alors autant la Pléiade est constituée d'auteurs qui sont vraiment amis, qui sont unis dans une même perspective, qui ont tous également le même âge, autant l'école lyonnaise va être constituée de gens qui sont plus ou moins amis ou qui sont plutôt des familles. Il n'y a pas vraiment de chef de file, il n'y a pas non plus de manifeste, c'est un peu plus libre au niveau des personnes qui s'y insèrent, puisque vous avez en particulier beaucoup de femmes. Vous avez Louise Labbé, vous avez Pernette Duguillet, vous avez Sibylle Sève, donc des femmes qui sont elles-mêmes des poétesses, qui ont une certaine liberté de parole. Et donc c'est ce qui va vraiment poser une grande différence avec les poètes de la Pléiade, qui sont des poètes de cour, qui sont pris dans des jeux politiques, alors qu'avec les poètes de l'école lyonnaise, on a des amis, de la famille, des gens qui circulent de salon en salon, mais qui n'ont pas vraiment d'enjeux politiques à défendre. Alors ces poètes vont être également très importants, en particulier Louise Labbé, qui va composer un recueil de sonnets qui aura un grand retentissement. Le point commun entre la Pléiade et l'école lyonnaise, c'est évidemment le grand modèle qui vient de l'Italie, qui est Pétrarque. Pétrarque est un poète italien du XIVe siècle. Il a une influence décisive sur toute la poésie européenne et en particulier donc en France. Alors Pétrarque est un auteur qui va composer une œuvre essentielle qui s'appelle le Canzoniere. C'est un recueil de 366 poèmes, donc presque un poème par jour, avec environ 300 sonnets sur ces 366 poèmes. Donc c'est lui qui perfectionne cette forme poétique qu'on appelle le sonnet. Et il chante, puisque c'est bien le titre du Canzoniere, il chante son amour pour une femme qui s'appelle Laure, qu'il a rencontrée, une femme qu'il aime éperdument, mais qu'il ne va pas pouvoir épouser puisque elle est déjà mariée. Donc elle va le repousser et cet amour impossible, cet amour non partagé va être le sujet des poèmes du Canzoniere. Alors les thèmes du Canzoniere, le lyrisme amoureux avec cette sincérité et cette référence perpétuelle à des moments qui ont été réellement vécus, sont exprimés par Pétrarque sans les codes de l'amour courtois traditionnel. Donc c'est à la fois très moderne dans la forme avec le sonnet et très moderne dans le fond, puisqu'on fait référence à des choses qui se sont réellement passées. Ce n'est pas fantasmé ou imaginé comme dans l'amour courtois. Donc Pétrarque va avoir une influence décisive et les poètes de la Pléiade et les poètes de l'école lyonnaise vont tenter de renouveler leur propre poésie en s'inspirant directement de Pétrarque. Le XVIe siècle voit donc à la fois le mouvement littéraire de l'humanisme se développer avec des auteurs très importants, et dans le domaine poétique, il va y avoir donc deux mouvements littéraires très marquants. D'un côté la Pléiade, qui est vraiment une poésie officielle, une poésie de cour, avec des auteurs marquants comme Ronsard et Du Bellay, et d'un autre côté, un autre mouvement littéraire très proche, qui est donc l'école lyonnaise, avec donc entre ces deux mouvements littéraires vraiment une culture commune, qui est la culture de Pétrarque, le sonnet, les thèmes de l'amour malheureux, le lyrisme amoureux. Donc on a un renouveau poétique très important en ce début du XVIe siècle.